Je te donne un exemple très concret. Un chauffage qui te lâche un 15 décembre, 40 000 francs dans le fonds de rénovation, 70 000 francs pour remplacer le chauffage. C'est du vécu, ce que je te parle. 15 décembre, tu fais quoi? Déjà, tu trouves la seule entreprise qui va te rendre service disponible pour rapidement te dépanner. Il te manque 30 000 francs, 18 copropriétaires. Tu prends le téléphone, puis tu appelles tous les copropriétaires. Tu souhaites bonne année. Puis 2, tu expliques la situation, qu'au prorata de leur millième, il faut rapidement verser de l'argent. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Fabrice Teta. Salut Fabrice. Praticien de l'APP depuis 20 ans et puis fondateur de Teta Immobilier et chargé d'enseignement à l'USPI Formation. Fabrice, des PP, t'en as vu. Avant de rentrer dans le sujet de l'APP, aujourd'hui on s'intéresse vraiment aux copropriétaires en PP, quelqu'un qui veut acheter, quelqu'un qui a acheté, comment ça se passe, à quoi faut faire gaffe, etc. quand on achète dans un immeuble en fait, tout simplement. Mais avant ça, on a voté juste dimanche dernier, 28 septembre 2025 sur la valeur locative. C'est quoi ton avis en tant que professionnel immobilier? Voilà, une réaction peut-être à chaud par rapport à cette votation. Donc effectivement, les cantons romans et en particulier le Valais ont prôné le non. Le résultat, le Rösti-Graben a démontré que finalement c'est oui. J'ai l'impression que les gens, ça a été un petit peu un vote, à mon sens, un petit peu un vote égoïste où chacun a fait ses calculs, ce qui fait parfaitement sens. Si maintenant on regarde les choses un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça va engendrer ? Déjà d'un point de vue au niveau de la rénovation et de la construction, les gens vont maintenant activer leurs projets de rénovation pour pouvoir bénéficier de ces remises fiscales, puisque l'entrée en matière elle est prévue au plus tôt pour 2028. Donc il y a déjà un boom de la construction, ça va engendrer pour moi un surboom de la construction, ça c'est une chose, mais je m'inquiète, c'est l'après ce surboom de la construction. En admettant qu'un jour, peut-être, les taux d'intérêt hypothécaires remontent et puis qu'on subisse un gros coup de frein de la construction comme on l'a vécu dans les années 90, j'ai peur que la discussion entre le client propriétaire et un entrepreneur ne soit plus tout à fait la même au moment de négocier un devis, par exemple. Et je fais référence là peut-être au développement du travail au noir. Si ça devait arriver, immanquablement, ce sera un manco dans les caisses de l'État et les caisses de l'État devront aller chercher cet argent pour pouvoir boucler leur budget. Donc, à mon avis, une augmentation d'impôts, une augmentation de la TVA ou ne serait-ce un autre produit à faire valoir, mais qui va augmenter les impôts des gens. Dans les assemblées générales des copropriétaires, il y a ce sujet de la valeur locative parce qu'en fait, les rénovations énergétiques d'un immeuble, les rénovations d'un immeuble de manière générale, l'entretien, c'est déductible. Oui, alors évidemment, c'est déductible et cette question se pose, alors pas plus tard que la semaine précédant la votation où j'ai eu une assemblée et une copropriétaire m'a rendu attentive sur les conséquences de la votation et puis qui allait influencer un petit peu le calendrier pour projeter ses travaux. Ouais, c'est compliqué ça. Parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, maintenant on peut, le copropriétaire il déduit le montant qu'il attribue dans le fonds de rénovation ou bien quand les travaux sont faits? Alors après, ça va dépendre par canton. Certains cantons, c'est au moment où vous présentez les factures des travaux, et puis sur d'autres cantons, c'est le montant annuel qui est versé au fonds de rénovation qui est déductible chaque année. Alors admettons que si les lois cantonales vont être modifiées, on va introduire des déductions possibles, mais que sur les travaux énergétiques et pas sur les travaux d'entretien et les autres travaux, du coup, ça change la donne. Parce que le montant que tu attribues dans le fonds de rénovation, tu ne peux pas dire ça va pour les travaux énergétiques futurs peut-être. Oui. Alors il y a certains cantons qui devront adapter leur mode opératoire, effectivement. Ouais. Si on prend sur la part annuelle qui est versée, la part versée annuellement au fonds de rénovation, ou c'est sur facture, à ce moment-là, c'est clair qu'il y aura des copropriétaires des immeubles qui voudront faire valoir justement une déduction fiscale sur les travaux, donc sur les travaux en lien avec l'amélioration énergétique de leur bâtiment. Ça, on peut l'imaginer. Et si tu refais la toiture, mettons, tu démontes tout ton toit et tu refais le toit, ce qui est pourri. Tu vois, quelle partie correspond à des travaux énergétiques, quelle partie correspond... C'est assez facile à identifier, ça ? Oui, c'est la partie l'isolation de la toiture. Tu dois répondre à des coefficients thermiques. Mais maintenant, si je prends le cas du Valais, avec la nouvelle loi sur l'énergie,
avant, je rénovais le toit de mon immeuble. J'obtenais, j'étais dans le programme M01 du programme bâtiment, je touchais 70 francs par mètre carré de subvention, ce qui représente à peu près 20% de l'investissement total en termes de subvention, donc c'est quelque chose de très intéressant, pardon. Par contre, maintenant, avec la nouvelle loi sur l'énergie, je ne peux pas simplement me contenter de rénover mon toit, mais je dois démontrer que la consommation énergétique de mon immeuble, si je suis en énergie fossile, 20% de cette énergie devra être comblée par une énergie renouvelable. Donc, je ne peux plus que simplement rénover mon toit, je dois me pencher sur la problématique, de l'alimentation énergétique de mon bâtiment. Donc, on en vient et on a discuté sur la problématique des niveaux de fonds de rénovation dans les immeubles. Donc, on a prévu l'argent pour refaire le toit, pour refaire d'autres éléments, et puis tout d'un coup, par la mise en application de cette loi sur l'énergie cantonale, après il faut voir sur les autres cantons, mais c'est à peu près la même chose, hein. La mise en application de cette loi vous oblige à investir encore beaucoup plus sur d'autres éléments du bâtiment. Et puis, pas prévu. Qui n'était pas prévu. Et puis, je vous mets dans l'équation, vous avez remplacé votre chauffage il y a une dizaine d'années. Il est théoriquement censé durer encore à peu près encore une bonne dizaine d'années, mais par contre, le toit, vous devez le faire tout de suite. Alors, vous faites comment ? Appel de charge extraordinaire, résiliation du mandat de l'administrateur. Bon, ça, c'est pas la faute de l'administrateur, mais la problématique, vous mettez tous ces éléments dans l'équation et puis vous allez frustrer vos clients copropriétaires parce que le copropriétaire dira, mais attendez, on vient d'investir dans une chaudière à gaz. Alors, ok, elle était à gaz il y a 10 ans en arrière. Sa durée de vie est d'à peu près 20 ans, hein, ok. Maintenant, vous me dites, M. Tétard, on doit remplacer, en plus de faire le toit, on doit remplacer cette chaudière. Vous reconnaîtrez qu'il y a quand même un manco qui n'est pas appréciable. Alors, cette loi dit que on pourra mettre sur ce toit des panneaux photovoltaïques. Encore faudra-t-il qu'avec ces panneaux photovoltaïques, j'arrive à atteindre ce chiffre de 20% de consommation énergétique. Je prends l'exemple d'un bâtiment qui n'est pas pourvu d'ascenseur. Les panneaux photovoltaïques fonctionnent la journée, évidemment, quand il y a du soleil. À part alimenter le frigo et peut-être une télé qui marche et la lumière dans les corridors, cette énergie va être revendue au réseau. Revendue au réseau qui est maintenant à 6 centimes le kilowattheure et non plus à 14 ou 15 centimes comme ça avait été préconisé en son temps. Enfin bref, quoi. Je veux dire, ça va être très compliqué d'atteindre les ratios, les quotas qui sont imposés par la loi. Une loi sur l'énergie, elle était nécessaire, elle était utile. À mon avis, encore faut-il qu'elle soit praticable. Et puis pour un immeuble en station de ski, par exemple, admettons, si on parle du Valais, hein, mais on achète en station, on est copropriétaire dans un immeuble. On doit changer le système de chauffage, passer du mazout. Mm-hmm. Mais on ne peut pas mettre de pompe à chaleur parce qu'en station de ski, souvent, en montagne, c'est compliqué les pompes à chaleur. Et donc, on remet un chauffage à mazout. Et donc, on doit compenser de 20% et on veut mettre des panneaux solaires. Sauf qu'il neige 5 mois dans l'année. Est-ce que ça marche bien, des panneaux photovoltaïques sur un toit d'un immeuble en station ou pas ? Alors, oui, ça va marcher. Maintenant, est-ce qu'on atteint le rendement qui est exigé par la loi ? Ça, c'est une autre affaire. Tu as fait référence à des immeubles en station où on dit que maintenant, on doit remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Donc, la solution, c'est de mettre des pompes à chaleur. Alors, une pompe, je ne vais pas entrer dans la technique, mais une pompe à chaleur RO, en tant qu'exploitant d'immeubles en station, je peux te confirmer que c'est extrêmement compliqué à faire fonctionner. Les pompes à chaleur qui sont, à mon sens, performantes, c'est des pompes à géothermie. J'ai eu le cas d'un immeuble en station où on a présenté aux copropriétaires le devis remplacer chaudière à mazout par une chaudière à mazout, le prix pour une chaudière à gaz, le prix pour une chaudière à pellet, parce que ça c'est aussi une alternative, et la géothermie. La géothermie était 4 fois plus chère que la chaudière à gaz. Alors, entre les velléités, on va dire, climatiques, l'envie d'aller sur un avenir durable, quand on est en assemblée de PP et qu'on met les chiffres sur la table, crois-moi, la discussion se calme assez rapidement.
Bon, magnifique. Pour revenir à l'attribution dans le fonds d'innovation, pour que quelqu'un comprenne bien, moi, ce que j'ai eu dans mon travail de diplôme, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, sur le cycle de vie d'un immeuble en PP, j'ai eu, dans mes recherches, je suis tombé sur une étude de la Haute École de Lucerne. Donc, dans cette étude de la Haute École de Lucerne, ce qu'ils disent, c'est que on met en général, pour un immeuble neuf, 0,2% de la valeur d'assurance chaque année, donc la valeur de la construction à neuf de l'immeuble, donc 2 pour 1000 chaque année comme attribution dans le fonds d'innovation. Mais aujourd'hui, en pratique, l'histoire nous aura montré et démontré que, et c'est le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il aurait fallu mettre 8 pour 1000 par année, donc 0,8%, simplement parce que on a prévu le remplacement de la toiture, mais on n'a pas du tout considéré les changements de normes et de lois énergétiques et donc les coûts que ça allait engendrer. Alors, pour ma part, le 0,2% de la valeur incendie, c'est un chiffre que j'ai toujours été critique par rapport à ce 0,2, à ce 2 pour 1000 de la valeur incendie. J'ai toujours été critique. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut considérer de quel bâtiment on parle. Est-ce qu'on parle d'un bâtiment standard avec une toiture en pente ou on parle d'un bâtiment avec une toiture plate ? Un bâtiment avec une toiture en pente qui va coûter effectivement plus cher, il sera rénové dans un horizon de 50-60 ans. Une toiture plate, la durée de vie, c'est 25 ans. Ensuite, vous prenez ce même bâtiment qui est construit en plaine ou qui est construit en montagne. En montagne, il va subir des aléas climatiques qui sont différents de la plaine et ce bâtiment va se user beaucoup plus vite. Donc ce 0,2%, pour moi, il est difficilement applicable sur tous les bâtiments. Sur une catégorie de bâtiments, probablement, mais pas sur tous. Donc déjà, il me pose problème. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a des immeubles, les années passant, disent certains administrateurs ne savent pas comment évaluer la part à verser à ce fonds de rénovation, donc ressort du chapeau ce 0,2%. Oui, il est applicable à condition que vous l'appliquiez dès la première année d'exploitation de l'immeuble, pas après 5, 10 ou 15 ans. C'est déjà trop tard. Après 5 ans d'exploitation, c'est déjà un autre calcul qu'il faut faire pour déterminer qu'est-ce qu'il faudra investir dans les 5, 10 ou 15 prochaines années. Voilà. Maintenant, ce 0,2%, je le critique et je pense que l'étude lucernoise qui démontre qu'on est à 0,8% me paraît beaucoup plus crédible en lien avec, comme tu l'as énuméré, tu as fait référence à l'évolution des normes de construction, coût de la construction et puis les exigences en termes d'assainissement énergétique des bâtiments qui là maintenant nous rattrapent. Depuis qu'on a promulgué cette loi sur l'énergie au niveau fédéral, maintenant tous les cantons adaptent leur base légale. Et ça renchérit considérablement les coûts avec les exemples que j'ai donnés précédemment, où tu ne peux plus simplement remplacer ton toit. Si tu remplaces ton toit, tu dois remplacer un autre élément. L'élément énergétique doit être compensé par une énergie renouvelable. Ouais. Quand vous d'ailleurs, j'avais une question pour les administrateurs, mais quand vous avez des montants sur le fonds d'innovation assez conséquents, ça n'a rien à voir, mais vous les investissez ces montants ou pas ? Ils traînent. Vous n'avez jamais cette conversation dans une assemblée ? Alors, moi, j'ai de temps en temps cette conversation avec certains copropriétaires qui me disent « mais on pourrait placer cet argent ouais. ». Alors, moi, je ne fais pas de la bourse, donc ce n'est pas un milieu que je connais, mais on pourrait par exemple placer ça sur des obligations, sur des taux qui sont peut-être assez fixes. La problématique, c'est que ça doit venir, c'est une décision d'assemblée, d'accord ? Parce que c'est l'argent des copropriétaires. Si toi, tu veux faire de la bourse, c'est ta décision personnelle, tu engages ton propre argent. Là, tu engages qu'une part, tu n'as qu'une part de l'intégralité de ce fonds de rénovation. Et en tant qu'administrateur, c'est une question qu'on a plutôt... on n'a jamais été tellement plus loin, qu'on a écarté. Et je ne saurais même pas te dire si la double majorité suffirait ou si ce n'est pas l'unanimité pour utiliser cet argent à ce défaut-là. Ok, c'est marrant. Mais les banques ne vous approchent jamais pour dire ouais... Non. Ça, c'est intéressant, ça. Non. Quand quelqu'un achète un appartement, quelqu'un qui est propriétaire, est-ce qu'il y a des règles qu'il faudrait avoir en tête sur quel montant dans le fonds d'innovation il devrait y avoir au moment où tu achètes, ou bien combien par appartement dans un immeuble ? Je ne sais pas, s'il y a 20 appartements, il faut 10 000 francs par appart. Alors, c'est aléatoire. Très compliqué. Si je me mets à la place d'un client qui va acheter un appartement... Première chose, c'est que je vais faire l'analyse du bilan, le bilan financier. Donc,
Le bilan de l'exercice comptable, déjà, je veux savoir l'état de ce fonds de rénovation. Est-ce qu'il est suffisamment doté? Je n'ai pas la réponse à cette question parce qu'il faudrait que je connaisse un petit peu plus l'immeuble. La plupart des gens qui s'intéressent à acheter un appartement n'ont pas tout l'historique de l'immeuble. Qu'est-ce qui a été entrepris comme travaux de rénovation? Qu'est-ce qui est prévu dans les 5 prochaines années? Ou mieux, qu'est-ce qui est prévu à moyen long terme? Certains administrateurs de PPE ont des plans d'investissement à court, moyen, long terme. C'est ce que je fais pour tout mon portefeuille d'immeubles. Je présente un plan d'investissement qui tient compte de l'état de l'immeuble et des projections à 5, 10, 15 ans. Là, on a une feuille de route, on a un cap. Le client qui s'intéresse à un appartement, il se dit, tiens, voilà, ils ont ça dans le fonds de rénovation, mais ils ont prévu tous ces travaux et ils ont adapté la période de rénovation. Là, ils y voient quand même un élément qui est plus clair. Après, il y a un autre aspect, c'est dans l'analyse du bilan, c'est la situation des débiteurs. On commence à avoir de plus en plus de problèmes avec des copropriétaires qui peinent à payer leurs charges. Il faut aussi reconnaître que depuis quelques années, on a une augmentation au niveau de ces charges due au coût de l'énergie. Donc, ça ne devient pas nécessairement évident. Et puis, quand vous vous intéressez à un appartement et puis vous voyez qu'il y a des copropriétaires qui sont débiteurs pour des montants qui sont parfois conséquents, là, je dirais qu'il y a un warning qui doit se mettre en route. La question est de savoir qu'est-ce que l'administrateur est en train d'entreprendre avec la copropriété pour sauvegarder ses intérêts financiers. Mais c'est difficile parce que fondamentalement, une personne qui regarde le bilan, qui veut acheter un appartement, puis, je veux dire, qui voit 60 000 francs dans son rénovation, ou bien 150 000, ou bien 280 000, elle en a aucune idée, quoi. Ce que ça vaut fondamentalement, ou ce que tu fais avec cet argent, quoi. Alors déjà, c'est d'être peut-être bien conseillé par le courtier qui va se charger de la vente. Lui, il doit peut-être faire sa priorité. Le courtier, c'est pas sa priorité, mais ça devrait être son devoir d'information ou d'analyse de l'objet qu'on va proposer à la vente au client, ou de pouvoir démontrer à ce client que le prix de vente de l'objet est en adéquation avec l'état de l'immeuble et avec son fonds de rénovation qui est plus ou moins faible. On dit toujours un bon fonds de rénovation est un argument de vente. Maintenant, de définir si ce fonds de rénovation est suffisant, je pense que tout client propriétaire devrait prendre contact avec l'administrateur de cet immeuble pour lui poser quelques questions. S'il y a un plan d'investissement, qu'est-ce qui est prévu à moyen long terme, et puis si ils ont de leur analyse, ils ont de l'argent en suffisance pour faire face à ces travaux. Tu prends pas un risque, toi, quand tu fais un plan d'investissement à moyen long terme? Quand tu dis dans 15 ans, on va refaire la route devant... Ouais. Voilà, c'est 50 000 balles. Alors, d'un point de vue chiffre, c'est pas que je prends un risque, je reste très prudent. Je leur rappelle que c'est un devis qui est estimatif, c'est un document qui donne une feuille de route. Effectivement, que je ne peux pas connaître les prix du marché de la construction pour dans 15 ans, mais la plupart du temps, je dirais que ce document, le but de ce document, c'est faire réagir. C'est de faire comprendre que ils n'ont pas assez d'argent dans le fonds de rénovation et puis que maintenant, la fête est finie. Ça veut dire que vous mettez, par exemple, moi j'ai des immeubles où on passe tout d'un coup de 20 000 francs par année à 45 000 francs. Ça, c'est encore raisonnable. Mais pourquoi j'ai passé de 20 à 45 000? Si j'arrive en tant qu'administrateur à mon assemblée, puis mesdames, messieurs, je pense qu'à la louche, vous devriez mettre ça. Je ne suis pas crédible et ça ne passera pas. Alors j'ai dit, écoutez, je vais vous sortir un plan d'investissement et on va définir à l'horizon 5, 10, 15 ans. 5 ans, c'est les priorités, première priorité. Quels sont les travaux à entreprendre? Et puis, je vais essayer de les chiffrer parce que j'ai cette expérience-là d'ancien dessinateur en bâtiment, surveillant de chantier. Donc, je vais essayer de vous chiffrer ça. Ces chiffres, dans l'absolu, sont faux dans 10 ans, évidemment. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que je vais pouvoir vous répondre, est-ce qu'en mettant 20 000 francs par année dans votre fonds de rénovation, vous êtes dans le juste, ou la réalité, on est plus proche des 45-50 000? Donc, si tu veux, ce document, il n'est pas aussi précis que toute l'analyse que tu as fait, toi, pour ton travail de diplôme, mais le but, c'est de faire réagir les gens. Et quand tu leur mets ce document-là, crois-moi, la réaction, elle est là. Les gens ont compris qu'il faut prendre les choses en main, et puis que c'est aussi, ils prennent conscience qu'il faut valoriser leur patrimoine immobilier. On va revenir sur la valorisation du patrimoine immobilier juste après. Il n'y a pas j'ai un peu le sentiment quand même que la technique du bâtiment, toi qui es un technicien pur et dur, mais la technique du bâtiment, c'est quelque chose qui a complètement été abandonné ou laissé de côté pendant des années, jusqu'à maintenant, tout le monde se réveille d'un coup là. Ah, je sais pas, mais alors
Ça m'a l'air... moi, ça m'a l'air tellement improbable aujourd'hui construire un immeuble et pas commencer directement avec une attribution dans le fonds d'innovation. Il y a des immeubles neufs aujourd'hui qui n'attribuent rien. Oui, je te confirme. Mais qui fait des trucs pareils? Il y a des immeubles neufs où les gens disent vous êtes gentil, monsieur Teta, avec votre proposition d'attribution, mais l'immeuble est neuf, on en reparlera dans quelques années. Et puis là, j'essaye de leur faire comprendre qu'il faut mettre cet argent tout de suite, quitte à mettre un petit peu, mais qu'ils en mettent tout de suite, de manière à disposer des fonds en temps utile, respectivement de lisser ces investissements et pas devoir faire des appels de charges extraordinaires. La problématique, c'est que quand tu œuvres en PPE, si je m'adresse à un immeuble locatif, je m'adresse à un propriétaire. La discussion, tu vois, elle est unilatérale. Quand je suis en PP, en face de moi, j'ai des gens qui ont, pour certains, plus de moyens que d'autres. Il y a des gens qui sont un peu cigales, d'autres qui sont fourmis, des gens d'orientation plus de gauche, de droite, etc. Puis il y en a qui me disent, mais moi, je payerai en temps utile. Sauf que la situation d'un jour ne sera peut-être pas celle qu'il y aura dans 5-10 ans. Donc ce discours, il est un petit peu compliqué à entendre. Alors j'ai des copropriétaires qui sont soucieux, qui me disent « Monsieur Teta, on n'est pas arrivé à faire passer ce montant en fonds de rénovation. Moi, de mon côté, je vais capitaliser, je vais mettre de côté parce qu'un jour, on risque de se retrouver avec un appel de charge extraordinaire. » Je te donne un exemple très concret. Un chauffage qui te lâche un 15 décembre, 40 000 francs dans le fonds de rénovation, 70 000 francs pour remplacer le chauffage. C'est du vécu, ce que je te parle. 15 décembre, tu fais quoi? Déjà, tu trouves la seule entreprise qui va te rendre service disponible pour rapidement te dépanner. Il te manque 30 000 francs, 18 copropriétaires, tu prends le téléphone, puis tu appelles tous les copropriétaires. Tu souhaites, bonne année. Puis 2, tu expliques la situation, qu'au prorata de leur millième, il faut rapidement verser de l'argent. Donc, quand tu fais des appels de charges extraordinaires, ça tombe toujours, c'est jamais le bon moment. L'avantage qu'il y a d'avoir de l'argent dans le fonds de rénovation, c'est de pouvoir, c'est lisser ses investissements, mais de pouvoir utiliser cet argent en temps utile. Et je te fais mon observation de mon expérience. Les immeubles qui est doté d'un fonds de rénovation qui est suffisant, les discussions sont beaucoup plus simples quand on fait passer des projets conséquents de rénovation, d'assainissement de toiture, remplacement de chauffage. Dans les immeubles où il manque des sous, crois-moi, ce sera toujours un problème. Parce que tu as dans la salle le copropriétaire qui, lui, a compris qu'en plus de ses charges de cette année, va devoir mettre la main au porte-monnaie pour un appel de charge extraordinaire. Ça va peut-être pas nécessairement lui plaire ou pas l'arranger. Et peut-être que cette personne va tout faire son possible pour, mettre le doute dans l'esprit des autres copropriétaires pour faire traîner un peu les choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je me rends compte. Là où il y a un fonds de rénovation qui est suffisamment doté, alors après je dis bien, doté, c'est pas thésaurisé. Ça sert à rien d'avoir de l'argent pour pas l'utiliser. C'est pour ça, d'où l'intérêt de ce plan d'investissement. Parce que je sais que mes chiffres seront faux à l'horizon 5, 10, 15 ans, mais on a au moins une feuille de route. Et puis, ce plan est appelé à être adapté chaque 3 ans, par exemple, avec des nouveaux chiffres, avec notamment des nouvelles bases légales sur la loi sur l'énergie qui t'impose si tu veux refaire ta toiture, tu dois refaire le chauffage. Donc, ça t'impose de réadapter ce plan. Ce plan, il n'est pas figé dans le temps. Ce plan, il est appelé à bouger, à évoluer, mais ça permet de dire aux gens, voilà, ce que vous mettez dans le fonds de rénovation, on va l'utiliser dans ce laps de temps. Parce qu'il y en a, ils ont 400 000 francs dans un fonds de rénovation, mais ils ne savent pas à quoi ils servent. C'est juste monstrueux. Et ils attendent de faire une rénovation globale. Ils attendent peut-être une rénovation globale. Bon, là, je suis dans les extrêmes. Hein. Je te cache pas que la plupart du temps, quand on a préparé ce podcast, je t'avais dit, à mon sens, la plupart des immeubles, les fonds de rénovation ne sont pas suffisamment dotés. Et qui plus est, avec l'évolution des normes et des lois, en particulier la loi sur l'énergie, là, on doit donner un coup d'accélérateur, clairement. En termes de valorisation, pour revenir là-dessus, parce que quand même, rénover un immeuble, c'est valoriser son appartement, valoriser l'immeuble. Mm-hmm. J'ai fait, moi, dans mon travail de diplôme, une méthode valeur hédoniste, très très simple, avec des logiciels différents, pour voir ce que ça donnait si tu as un appartement en mauvais état dans un immeuble mauvais, et un appartement en mauvais état ou en état moyen, ça c'est égal, dans un immeuble neuf, pour voir les différences de valeur. Puis, il en ressort que assez facilement, tu arrives à 10-15% de valeur en plus. Donc, si tu as un immeuble qui est en mauvais état, et un immeuble qui devient neuf, puis ton appartement ne bouge pas. Ok. Donc, c'est la valeur de ton appartement qui augmente. Okay,
C'est substantiel, quoi. C'est-à-dire que si tu as un appartement qui vaut à peu près 1 million l'État dans un immeuble qui est en mauvais état, il y a une rénovation globale de l'immeuble, tu pourrais le vendre à 1,1 million, quoi, à peu près. Mais là, tu touches que les... Tu fais le calcul tu touches aux parties communes et pas aux parties privatives. Que les parties communes. Que les parties communes, ok. Rénovation globale de l'immeuble. Ça aurait une incidence sur l'assurance du bâtiment. Et celui qui n'a pas rénové son appartement, lui, entre guillemets, ça rigole un peu parce qu'il a finalement un appartement qui a, si tu fais l'analyse propre de son appartement par rapport à la valeur de l'immeuble, il est beaucoup plus bas. Comment ça ? Il sera beaucoup plus... La valeur réelle, si tu veux, la valeur intrinsèque de l'appartement qui n'est pas rénové par rapport à l'entier du bâtiment qui a été rénové et qui est recalculé par l'assurance, là, il y a une différence qui est conséquente. Ah bon, ouais, pour sa valeur. Bon, de toute façon, la valeur à neuf de l'immeuble, elle va pas dans sa globalité. Ouais, quand on va traiter avec l'assurance, elle va traiter dans sa manière. Elle va dire valeur à neuf, elle va tenir compte des travaux que tu as entrepris, puis elle va revaluer ce bâtiment. Ouais, mais oui, bon, mais ce que je veux dire, c'est surtout sur le marché, valeur vénale, donc dans la transaction. Si tu as un appartement dans un appartement dans un immeuble qui est très vieux, que tu rénoves entièrement, tu pourrais le revendre théoriquement plus cher, 10 à 15% plus cher. Bref. Toi, tu fais un peu de courtage quand même. petit peu. Juste, ouais. Donc je pense que c'est même dans les immeubles que tu administres que ça se passe, ces transactions. Ça arrive, ouais. Ça arrive, ouais. Tu vois une différence de prix d'acquisition dans des régions qui sont similaires sur des immeubles qui ont un fonds de rénovation ou un état qui est cohérent par rapport à des immeubles plus compliqués. Alors, le fonds de rénovation, on en tient compte. Ouais. J'en tiens compte, évidemment, et je dis que c'est un argument de vente. Ouais. Déjà, quand on détermine le prix avant de le commercialiser l'objet, je dis au client, regardez, le fonds de rénovation est faible, regardez l'état de l'appartement, l'état de l'immeuble. Et puis, après, la problématique, alors je dévie sur les appartements en station. Il y a beaucoup de gens qui vendaient leurs appartements dans des immeubles construits dans les années 70, et puis ils avaient tendance à voir les prix de ce qui se construisait neuf dans la station. Donc, il faut faire ce distinguo en disant attends, c'est pas le même concept, c'est pas le même genre de construction, c'est pas le même confort. Alors, effectivement, l'incidence foncière, il y a la situation de l'objet fait qu'on est sur des prix qui sont plus hauts, mais il y a quand même une distinction à faire entre un bâtiment qui est de construction récente et un bâtiment qui est de construction ancienne. Et à la plaine, c'est marqué, mais je pense que c'est surtout marqué en station. Ce phénomène, cette différence, ce décalage entre le prix d'un bâtiment qui est un appartement qui est encore en mode, qui est encore ancien par rapport à un appartement qui est intégralement rénové. Ok, excellent. Après, dans l'analyse du prix à convenir avec le client vendeur, c'est clair qu'on va tenir compte d'un prix au mètre carré qui sera pondéré sur le taux de vétusté. Puis tu tiens compte des rénovations qu'il a entrepris. Alors, ce taux de vétusté, déjà, ce prix au mètre carré, je ne peux pas le prendre la même valeur que si c'est un bâtiment qui est construit à neuf ou c'est un bâtiment qui a été construit il y a 40 ans en arrière, évidemment. Donc l'un dans l'autre, on va tenir compte de cette différence. Mais je dirais que globalement, moi, sur le marché du courtage, je suis sur un micro-marché, sur la région de Sierre, Vallée Centrale. Je vois sur les transactions qui aboutissent, je suis assez juste dans le prix. J'aurais tendance à dire aujourd'hui, il y a une étude assez intéressante de Bernard Nicot qui a été faite et que j'ai lue sur l'impact de l'énergie. Alors, c'est plus sur Vaud, Genève, mais malgré tout, ça concerne toute la Suisse aujourd'hui. Voilà. Et dans cette étude, il en ressort que c'est aujourd'hui, on va plus le temps passe, et puis c'est un peu le système de la carotte et du bâton, en gros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Confédération, les cantons, te donnent des subventions pour faire des rénovations énergétiques. Donc on te donne la carotte si tu fais ton Plus travail. pour très longtemps. Voilà, plus pour très longtemps. Ensuite, on va vider les caisses et les subventions, puis à un moment donné, on va prendre le bâton, puis on va dire, bon, non, t'as pas fait ton travail, Exactement. on va te taper sur les doigts jusqu'à ce que tu as fait ton travail, on t'impose tant que t'as pas fait. Voilà. Et c'est forcément dans cette direction qu'on va s'orienter. Et donc, plus le temps passe et plus on attend, c'est pour les copropriétaires de bâtiments, aussi dans les décisions d'assemblée générale, plus le temps passe et plus on attend, plus on s'expose au risque que la carotte se transforme en bâton, et puis plus on s'expose au risque aussi de perdre de la valeur avec son immeuble. C'est-à-dire que les rénovations qu'on va faire n'apportent pas de valeur, mais c'est simplement pour compenser la perte de valeur qu'on est en train de provoquer sur l'immeuble. Bon, d'entreprendre des rénovations énergétiques va toujours apporter une amélioration, une valeur au bâtiment, mais effectivement, on va changer l'ordre des priorités.
On va devoir se focaliser sur l'assainissement énergétique parce qu'il va devenir effectivement prioritaire. Donc, tu vas mettre beaucoup plus d'argent à investir dans un fonds de rénovation ou un appel de charge extraordinaire et ça pourra se faire probablement au détriment de la valorisation de l'intérieur de ton appartement. Ça, c'est clairement ce qui peut arriver. Après, dans les immeubles, on rénove les parties communes, mais quand on parle d'assainissement énergétique, on fait aussi référence aux fenêtres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en PPE, 95%, les fenêtres sont des parties privatives. Donc, ce sont encore des investissements qui sont à part. Donc voilà, on va investir dans l'énergie avec pour objectif de faire abaisser tes charges. Encore faudra-t-il démontrer dans le temps que les charges, elles vont réellement baisser parce que si tu mets de la technique dans les bâtiments, tu mets une pompe à chaleur par exemple, en termes d'infrastructure, en termes d'entretien de ce matériel, eh bien, ça a un coût qui est conséquent. C'est ce que j'allais dire justement. Aujourd'hui, quand tu vois déjà que quand tu rénoves d'un point de vue énergétique, tu diminues les charges ou pas? C'est pas flagrant? Alors, oui, c'est flagrant sur la consommation énergétique. Mais j'ai d'autres frais qui se rajoutent parce qu'une pompe à chaleur, ça coûte cher à l'entretien. Et tu la remplaces beaucoup plus vite qu'une chaudière à gaz. Donc, en termes d'amortissement de cette installation, tu dois prévoir des montants qui sont plus conséquents. Donc, d'assainir un bâtiment énergétiquement, tu gagnes pas de l'argent. Tu réponds simplement à un besoin qui est d'éliminer l'énergie fossile et puis d'arrêter de polluer. Ouais. On en parlait avant, mais il y a des banques qui commencent aujourd'hui à financer ça, oui. Ces travaux énergétiques. Oui. Et donc, la question que je voulais poser, mais du coup, tu viens d'y répondre, mais c'est les intérêts que tu paierais de ce frais. Déjà, explique peut-être rapidement comment ça marche pour sensibiliser les copropriétaires potentiellement, mais les intérêts et l'amortissement que tu vas, mais surtout les intérêts que tu vas payer de ce prêt ne sont pas couverts par la diminution des charges. Ah non, alors déjà, ce qu'il faut remettre dans son contexte. Jusqu'à présent, les banques ne prêtaient pas de l'argent aux banques. Un jour, un banquier à un cours m'a dit « Non, c'est faux, on prête ». Je dis « Oui, vous prêtez, mais à condition que tous les copropriétaires soient co-débiteurs solidaires. Donc moi, je ne veux pas prêter de l'argent pour mon voisin qui ne paye pas ses charges. Ouais, je veux pas être embêté. » Maintenant, les banques ont réfléchi et ont sorti des produits, en particulier en Valais. Là, il y a Raiffeisen et la Banque cantonale du Valais, pour ne pas les citer, qui ont travaillé sur des produits concrets à proposer au PP. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça permettra à beaucoup d'immeubles de pouvoir emprunter de l'argent pour pouvoir financer ces travaux, bénéficier des subventions pendant qu'il en est encore temps. Et puis surtout, de compléter le manco au niveau du fonds de rénovation. La problématique, c'est que si la banque vous prête cet argent, elle vous, comme son nom l'indique, elle vous le prête, donc elle vous loue cet argent. Le taux d'intérêt est encore peut-être relativement élevé, puis il va falloir amortir ces installations. Et quand on amortit ces installations, ce n'est pas comme si on va faire un crédit hypothécaire pour sa maison où on a un taux d'amortissement de 1%. Là, on est sur un taux d'amortissement de 4 à 5% parce qu'on considère que si j'assainis mon chauffage, sa durée de vie est de 20-25 ans. Donc, la banque considère que l'amortissement sera de 4 ou de 5%. 4-5% plus le taux d'intérêt que la banque vous propose, ça va engendrer une augmentation de vos charges. C'est la même proportion. Alors, au lieu de mettre cet argent dans le fonds de rénovation, je vais rembourser la banque d'un point de vue le taux d'intérêt et puis l'amortissement. Tu as déjà pratiqué ça? Tu as déjà utilisé? Non, pas encore. Mais par contre, avec l'USPI Valais, on a collaboré avec ces instituts bancaires pour leur donner des informations sur comment fonctionne une PPE pour qu'eux puissent développer ce produit. Donc, nous, on est très contents de pouvoir maintenant le proposer à nos clients. Personnellement, je ne l'ai encore pas pratiqué, mais j'ai un ou deux immeubles qui vont être probablement très intéressés à cette démarche. Il n'y a pas des copropriétaires qui disent « c'est hors de question, moi je ne veux pas m'endetter » parce que... On verra. J'aurai une discussion à l'Assemblée. On verra. Non seulement il faut investir, mais pour rénover, ouais. alors qu'ils n'ont pas envie, mais en plus de ça, ils vont s'endetter. Mais la question, certains diront OK, il nous manque cet argent au fonds de rénovation, on va donnez-nous la facture et puis on va payer. Et puis d'autres diront mais moi je peux pas payer cette facture. Alors la solution, c'est peut-être un emprunt par la banque. Là, on relance une question générale qui est peut-être la capacité de l'administrateur à être de bons conseils vis-à-vis de ses clients. Quand on reprend un immeuble, tu l'as évoqué précédemment, quand on reprend un immeuble qui est neuf, et ben voilà, c'est tout beau, tout joli.
on ne se préoccupe pas trop des travaux d'entretien futur parce que c'est à un horizon de 15-20 ans. Et puis, moi, je martèle que dès le départ, on doit mettre de l'argent dans le fonds de rénovation. Et quand on arrive 10 ou 15 ans après, le réveil, il est brutal parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a la pompe à chaleur qui va lâcher, le système de ventilation qui va lâcher, l'ascenseur qui nécessite une modernisation, la cage d'escalier qu'il faut rénover, etc. Et là, on va commencer à définir des priorités et on va devoir mettre de l'argent dans ce fonds de rénovation. Donc, moi, je martèle ce discours et j'établis un plan d'investissement. Je pense qu'à mon sens, c'est le devoir d'un administrateur d'être de bons conseils. De bons conseils. Je pars toujours du principe que j'ai aussi présenté des plans d'investissement où les gens m'ont dit « Merci pour ce plan d'investissement, on va y réfléchir ». L'Assemblée est souveraine. C'est l'Assemblée qui prend ces décisions. Moi, je peux dormir avec en tant qu'administrateur. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai mis en garde l'Assemblée des conséquences d'une mauvaise dotation de ce fonds de rénovation. Et ça, c'est des choses sur lesquelles maintenant, à l'USPI Formation, on insiste, par exemple, dans toutes nos formations, que ce soit de perfectionnement au niveau du brevet fédéral. On a une formation de perfectionnement pour les administrateurs de PPE, IMO PPE1, IMO PPE2, où on apprend aux professionnels comment est-ce qu'on construit un fonds de rénovation, comment est-ce qu'on le dote, la méthodologie de calcul, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est donné maintenant dans nos cours. C'est pas simplement 5 pour 1000 de... Non. Ce 2 pour 1000, on l'annonce, puisqu'il est, entre guillemets, il est suggéré par certaines chambres immobilières. Je l'ai expliqué précédemment. Pour ma part, je trouve que ce chiffre est arbitraire et, à mon avis, ne correspond pas à une réalité. Cette réalité, c'est l'administrateur qui doit la porter sur la table. D'ailleurs, c'est pas un peu ridicule que je rebondis parce que tu en as parlé avant, mais c'est pas un peu ridicule que les fenêtres soient des parties communes, privatives aujourd'hui dans la plupart des PV? Alors, toi, t'en penses quoi? Alors, dans un contexte énergétique comme on est en train de vivre maintenant. Compliqué. Bienvenue tu dans la refais la façade, tu isoles la façade. Ouais. Voilà. Mais tu as 2/3 des copropriétaires qui n'ont pas changé les fenêtres. Alors, ouais, c'est très compliqué parce qu'effectivement, tu vas suggérer à tes copropriétaires, on profite de rénover la façade, profitez pour remplacer vos fenêtres parce qu'on va devoir refaire les embrasures. Donc, d'un point de vue technique, vos fenêtres ne seront pas adaptées. Alors, techniquement, on peut adapter l'embrasure à la fenêtre existante. Donc, on doit inciter, mais c'est un travail c'est un travail qui est colossal là, par l'administrateur parce qu'on doit gérer les travaux des parties communes et on doit encore satisfaire les intérêts privatifs. Donc là, à nous d'être force de proposition, à nous de convaincre les clients copropriétaires que ça fait sens. Moi, je propose toujours à mes clients copropriétaires des commandes groupées. Ne changez pas individuellement vos fenêtres. Regroupez-vous déjà d'un pour des questions d'esthétique. On travaille avec le même produit de fenêtre. Comme ça, on conserve l'esthétique de la fenêtre. Par contre, vous êtes obligé de conserver l'esthétique. Ça, c'est une règle fondamentale de l'APP puisque les façades sont des parties communes. Par contre, le remplacement de la fenêtre est à votre charge. Pourquoi? Parce que vous êtes le seul à manipuler la fenêtre. C'est pour cette raison que la plupart du temps, la plupart des cas, on considère qu'une fenêtre est une partie privative. C'est dans ce sens-là. Okay. Alors après... un administrateur de PPE, on fait de la politique, on doit être bon vendeur, on doit être force de proposition, et puis il faut arriver à convaincre ces gens finalement de s'unir dans un projet global. Mais c'est dans l'intérêt de tous les copropriétaires. J'ai eu des exemples tu connais certains immeubles, notamment à Haute-Nanda, où on a remplacé les fenêtres. Le remplacement de fenêtres ne se fait pas en une année. On fait une première commande groupée. Tu as une quinzaine de copropriétaires qui s'y intéressent. La deuxième année... Les autres copropriétaires ont vu le travail, ont entendu que finalement, d'un point de vue thermique et phonique, c'est un super produit. Alors, OK, je m'engage sur la deuxième commande groupée. Ça prend 3-4 ans. La PPE, c'est un cauchemar. La PPE, c'est un paquebot. La PPE, c'est un paquebot. Quand tu discutes avec le client propriétaire de son immeuble locatif, 3 cafés, on va manger, puis on a discuté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans une PPE, c'est un gros paquebot. Quand tu veux faire changer le cap, quand tu décides une rénovation énergétique, entre la première année où tu en parles, où tu as un vague devis estimatif, tu as des questions, la deuxième année, tu viens avec un projet plus abouti, avec un devis qui est toujours estimatif, la troisième année, c'est un devis général, et puis il y a les questions de financement. Tu tournes le gouvernail, mais faire tourner ton paquebot, il va prendre du temps. Je compare une PP à un paquebot et un immeuble locatif à un petit yacht.
Le petit yacht, tu as tourné le gouvernail, il tourne. Tu vois ce que je veux dire? Changement de décision, changement de cap, stratégie de rénovation. Le, la PPE, c'est le gros bateau de croisière qui va pas tourner tout seul. Ah, quel cauchemar. C'est quoi les pires, les pires travaux à faire dans un immeuble en PPE pour un copropriétaire, pour qu'il sache quand il lit les PV, quand il voit ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, justement, est-ce qui va être fait, à quoi, qu'est-ce qui coûte le plus cher et qu'est-ce qui est le pire, que les gens n'anticipent pas Alors, moi, je dirais que maintenant, c'est l'adaptation du bâtiment aux normes énergétiques qui pose problème. La loi sur l'énergie. Parce qu'il faut, comment dire, il faut que tout s'imbrique, il faut que ton Tetris il fonctionne. Si je décide de rénover mon toit parce qu'il est en bout de vie et que je suis maintenant, si je veux toucher des subventions, je vais devoir également assainir la chaudière à gaz, mais que je l'ai changé il y a 10 ans, tu te rends compte qu'on est devant une équation qui est difficilement acceptable par les clients copropriétaires. Dire, mais moi, je ne vais pas rechanger un chauffage que je l'ai à peine payé il y a 10 ans. Cette installation n'est pas amortie. C'est ça qui nous pose problème maintenant. C'est comment est-ce qu'on va imbriquer, comment je vais imbriquer tous ces travaux pour que ça fasse sens. Bon, mais ta chaudière, tu dois la changer quand elle arrive au bout. Tu Oui. n'as pas besoin de changer. Oui, mais c'est la durée de vie, c'est dans les 20 ans, quoi. C'est 20-25 ans. Ouais. Mais si on l'a changé il y a 10 ans en arrière parce qu'elle m'a lâché pour des raisons XY, puis que maintenant que je dois faire le toit, j'ai une toiture plate. Ma toiture plate, je dois la changer parce que j'ai des infiltrations d'eau. Je ne peux pas attendre, je dois la changer. Ouais. Donc je profite de la mettre aux normes énergétiques pour qu'elle soit vraiment isolante et puis que je puisse toucher mes subventions. Ah, attendez, avant de toucher les subventions, vous devez changer votre chauffage. Ouais. Donc voilà, tu mets... C'est ça la problématique, c'est que tu viens en assemblée et tu poses l'équation sur la table. Et puis, il faut obtenir une majorité. Il faudra obtenir une majorité. Et c'est quoi donc ça veut dire que quelqu'un qui veut acheter un appartement, qui identifie aujourd'hui, qui lit les bilans et les PV, sur les éléments sur lesquels il doit être le plus attentif, et sur les travaux qui ont été faits s'il s'adresse à l'administrateur, c'est plutôt énergétique. Alors, Aujourd'hui. qu'est-ce qui a été entrepris? C'est pas colonne de chute, c'est pas isolation du sous-sol, c'est pas... Qu'est-ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des projets énergétiques et des projets futurs? Et quel est l'état du fonds de rénovation? Et les débiteurs. Ouais, mais tu vois, c'est ces quatre éléments-là. Mais si tu veux acheter un appart et que tu as deux choix, dans deux apparts, deux immeubles différents. Il y en a un, c'est le chauffage qui a été refait. C'est aujourd'hui chauffage à distance, par exemple. Et l'ascenseur. Tu as un autre, c'est les colonnes de chute et la toiture. C'est quoi le mieux? Tu vois? En tant qu'acheteur. Je te dis, tu vois, c'est quoi? Dans la pondération, mais les deux, 1980. Voilà. Et je te dirais que dans les deux, il y a un facteur qui sera encore déterminant, c'est l'état de ce fonds de rénovation. Parce que si dans le deuxième cas, tu me dis le chauffage doit être remplacé, mais que je constate que le fonds de rénovation est valorisé pour entreprendre ces travaux, pas de problème, c'est couvert. Ils ont le même fonds de rénovation. Suffisant. Alors, s'il n'est pas suffisant et puis tu sais que tu as le chauffage à remplacer... tu pourras peut-être poser des questions au courtier. Est-ce que le prix... Pose-toi encore une autre question. Le prix de vente de cet appartement par rapport à tous ces éléments-là. Parce que si l'appartement est trop cher, attendez, je vais acheter cet appartement cher et puis je vois que le chauffage va lâcher, ça va être pour ma pomme. C'est moi qui vais devoir rattraper. Mais c'est toutes les questions que tu poses là. Alors, tu es un professionnel de l'immobilier aussi. Peut-être que les clients doivent se poser ces questions ou on doit attirer leur attention sur ces aspects-là. Moi, je dis toujours le fonds de rénovation, puis c'est vrai que de dire le chauffage est remplacé, c'est un argument de vente. Donc, je serais plutôt allé dans le sens où dire, voilà, regardez, le chauffage a été remplacé. Ça, c'est une bonne chose de fait. Ok, d'accord. Par réflexe. Mais maintenant, avec la nouvelle loi sur l'énergie, si je veux isoler mes façades, ils vont revenir vers toi par rapport au type de chauffage que tu as. Tu veux des subventions, ok, mais tu dois changer ton système de chauffage. Ou du moins, tu peux le conserver, mais 20% de ta production d'énergie doit être compensée par de l'énergie renouvelable. Donc, tu dois mettre des panneaux photovoltaïques. Alors, j'isole les façades. Mais mon toit, il pourrait durer encore 20 ans. Est-ce que je fais maintenant le toit?
j'ai l'argent pour les façades, est-ce que j'ai l'argent pour le toit et encore en plus le photovoltaïque? Non, c'est Donc, ridicule. non, mais c'est-à-dire que la C'est loi ridicule. sur l'énergie, elle amène des contraintes qui sont, Ça, d'un c'est point de vraiment vue chiant, ça. financier, insurmontables en l'état. Sans un appel de charge extraordinaire, sans un financement, sans un financement étranger, C'est vraiment chiant, ça. c'est Cette loi, compliqué. parce que... Et pour le coup... Non, je pense... L'exemple que j'ai en tête, je crois que c'est l'UCAD. C'est un chauffage à distance, Mhm. déjà. Donc là, tu pourrais te Là, dire, c'est bon. j'isole juste et Ouais, basta. là, c'est bon. Ok, d'accord, Si ouais. tu es déjà énergie renouvelable, Ok. c'est bon. C'est Ah OK. ouais, ok. Parce que si t'as pas de chauffage à distance, tu te dis... Là, typiquement, c'est un immeuble, le crépi est dégueulasse. Mhm. T'as des endroits, le crépi c'est pété, tu vois que t'as un peu d'eau qui est venue, mais bon, c'est normal, c'est un truc, il a 35 ans, 40 Ok. ans. Ouais. Voilà, au bout d'un moment, tu dois... T'es au bout. Voilà. T'as la durée de vie, 40, 40, 50 ans, une façade normale, c'est ça. Voilà, Ouais, t'es voilà. au bout. Ok. Bon, bah C'est là, d'actualité. tu te dis, bon, il y a deux solutions. Soit je peins juste et je fais le minimum, tu vois, je suis crépi, machin. Mais bon, je monte l'échafaudage et tout. Donc, Ouais. tu vois, dans la réflexion, tu te dis, bon, Ouais. est-ce qu'il y a encore la question des fenêtres? Mais bon, tu Ouais. te dis, si je fais pas les fenêtres, Ouais. j'isole. Ouais. Et t'isoles, tu te dis, bon, merde, par contre, j'ai un chauffage à Mazou. Tu seras obligé. Mais si tu as changé il y a 9 ans le chauffage à Mazou, parce que tu dis, bon, bah. Bah, tu dois Non, mettre, en fait, c'est un tu vrai mets, tu vas problème. mettre du C'est panneau. chiant ton métier, en fait. Tu vas mettre du panneau photo. Non, c'est-à-dire que l'équation, elle devient de plus en plus complexe. Ouais, c'est clair. Et elle devient de plus en plus complexe. Après, elle est complexe, mais elle est claire dans le sens, tout est là. Le choix appartient au copropriétaire. C'est là que ça va se compliquer. Et c'est là que ton paquebot, il n'a encore pas tourné. Et ça, la loi, ça change rien entre un immeuble locatif et un DPP. Non, C'est la même chose pour tout le monde. C'est la même Mais chose même pour pour tout une le monde. villa. Non, mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'un immeuble locatif, tu t'adresses à un seul interlocuteur. Ouais, bien sûr. La discussion, elle est beaucoup plus simple. En PPE, tu arrives là en assemblée, tu fais de la politique. Et le propriétaire d'une villa, c'est la même chose. C'est la Même chose. Ouais. Il l'isole maintenant, il doit changer de chauffage. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Bon, bah intéressant. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire à voilà, une personne qui souhaite acheter maintenant ou alors un copropriétaire existant? C'est quoi le next step? Maintenant, il a vu cet épisode, il se dit ok, j'appelle mon administrateur maintenant, Voilà. on va tout rénover. Ben, d'un point de vue... Hors du jour, prochaine assemblée. Ben, l'assainissement énergétique est au centre des préoccupations de l'administrateur et des copropriétaires. Donc, s'il y a déjà cette sensibilité qui est, si en lisant le futur acquéreur, en lisant les PV, il voit qu'il y a déjà des discussions qu'on va dans ce sens-là, ben, ça peut être rassurant. Et puis, si c'est un immeuble qui est ancien, où ces discussions ne sont pas encore portées, ne sont pas encore dans le cœur du débat, ben là, vous savez que vous allez acheter un appartement et puis tout va arriver. Moi, je me dis que ce qui peut être un bon investissement pour quelqu'un qui veut acheter, mais plutôt pour faire un... Bon, même en résidence principale, en fait, c'est égal. Mais quelqu'un qui veut acheter aujourd'hui en PP, je trouve que c'est intelligent de s'intéresser à un immeuble dont les discussions sont assez avancées, Oui. justement. Oui. Et puis d'acheter aujourd'hui dans un état pas terrible. Tu sais que ça va être pénible parce qu'il y aura quelques travaux. Par contre, c'est une vraie plus-value après. Parce que là, il va y avoir une différence, surtout en plus avec la votation qu'on vient d'avoir. Ouais. Il va y avoir une différence, à mon avis, substantielle et de plus en plus importante entre les immeubles neufs ou rénovés et les immeubles anciens. Alors, je pense que là, l'administrateur, il a un rôle clé à jouer. Et puis, je pense que quelqu'un qui s'intéresse à acheter un appartement, c'est peut-être aussi de voir qui est le capitaine à bord du navire. Je ne dis pas que c'est le capitaine qui prend toutes les décisions. En l'occurrence, dans une PP, c'est les copropriétaires. Mais s'il y a cette vision, on va dire, politique de la part de l'administrateur, cette vision à court, moyen, long terme, je pense que c'est une plus-value. Et c'est d'avoir un administrateur de PPE qui a les cordes à son arc. Parce que la PPE, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que simplement présenter des comptes et tenir l'assemblée. C'est d'offrir à nos clients copropriétaires, parce qu'on gère leur patrimoine immobilier. C'est pas rien. C'est d'être de bons conseils et puis c'est d'avoir l'administrateur qui est de bons conseils pour à moyen long terme de l'avenir de ce patrimoine. Bon, magnifique. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à toi. Un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Ciao.